Top, c'est parti. Comment ça marche le journalisme? Sur Twitter, Instagram. On est dans un moment de grande confusion. You are fake news. La bonne réponse. Il est 9h40, vous êtes sur France Inter et c'est l'instant M qui recommence. Quand on regarde une série, on sait que ça va se terminer. Vous venez de me spoiler. On ne se ferme pas les yeux aussi facilement qu'on se bouche les oreilles. Le Shah d'Iran tenait son pays d'une main de fer et mettait en scène tout l'éclat de son règne aux yeux du monde entier. 1979 éclate la révolution islamique. L'ayatollah Khomeini avait fui en France. Il rentre triomphal à Téhéran où le peuple l'attend fiévreusement. Les Iraniens espèrent une société plus égalitaire. En quelques semaines, s'abattront pourtant sur le royaume injustice et répression. La République des Mollahs naît dans le sang et la peur panique. Les frères Derrati avaient la vingtaine. Ils débutaient en photographie. Pendant des mois, ils ont parcouru le pays sans répit. Des premiers soulèvements à la guerre Iran-Irak. Pour les 40 ans de la Révolution, ils ouvrent leurs archives. Œuvres de jeunesse et surtout, dernier regard sur la patrie qu'ils ont dû fuir. L'instant M. Sonia De Villers sur France Inter. Et j'ai l'immense honneur de recevoir Reza Derrati. Dis Reza, bonjour Reza. Bonjour. Soyez le bienvenu. Vous êtes venu Merci. avec votre appareil photo. Pourquoi? Il est toujours avec vous? Depuis 50 et quelques années que je fais la photo, Ouais. j'ai jamais quitté mon appareil. Sauf dans les forces majeures, les conditions où je ne pouvais pas l'avoir. Mais sinon, je l'ai toujours, oui. Je vais Voilà. le photographier d'ailleurs. Moi, Reza et son appareil. Iran, rêve et dérive, photo prise entre 1979 et 1985 par Reza et Manoucher, votre frère, votre petit frère Derrati. Et le livre paraît magnifique aux éditions Ebec. Khomeini, portrait, le guide suprême. من به مادرهای فرزند از دست داده تسلیت عرض می کنم و در علومها شریک هستم. من به پدرهای جوان داده Omniprésence visuelle, Khomeini est partout dans ce livre, Reza, partout, sur tous les murs, photos, tableaux, pochoirs, affiches. Vous avez même photographié des étudiants qui bravent l'interdit, qui escaladent une façade et qui arrachent les portraits du guide suprême et les déchirent devant la foule. Est-ce que déchirer l'image, c'était déchirer l'homme? Est-ce que déchirer l'image, c'était s'en prendre au pouvoir des mollahs? Cette photographie de Manoucher à Tabriz, Ouais. quelques mois après la Révolution, et c'est la première fois après le début de la Révolution qu'on voit les gens, ils ont compris que cet homme, cette image, ce n'est pas ce qu'il prétendait, ce Ouais. n'est pas ce qu'il voulait faire ou être en Iran. Et donc déchirer cette image, c'était la première fois que le peuple qui était tellement fasciné par cet homme et cette image, de voir que son image était détruite, son image était déchirée. Et c'était vraiment prendre à l'homme lui-même. Mais quel paradoxe, parce qu'ils sont les gardiens d'une révolution islamique, religion sans image, et pourtant l'image de l'ayatollah est partout. L'image est un instrument de domination et de répression. Bah, ça, c'est toute la contradiction Oui. de cette révolution qui est basée quelque part sur le mensonge, en réalité. Parce que la voix de Khomeini qu'on a entendue Oui. au début, nous, on entendait les mêmes voix à partir de Neauphle-le-Château, qui était venu ici s'exiler avec l'invitation de président Giscard d'Estaing. Giscard d'Estaing, Neauphle-le-Château, c'est donc en banlieue parisienne. C'est le Parisienne. pavillon où l'ayatollah Khomeini s'était installé. Il enregistrait sa voix sur des cassettes audio et ensuite les cassettes étaient distribuées dans tout l'Iran. Et c'était à ce moment-là où les phrases qui disaient que je vais emmener la démocratie en Iran, je vais emmener la liberté en Iran, que l'eau et l'électricité, tout le bus, tout le transport va être gratuit pour tout le monde. Donc, il faisait une prêche que les femmes, les communistes, les marxistes, tous ces gens, ils sont libres de ce qu'ils vont faire. C'était exactement ce que le peuple, il voulait, ce que le peuple pour lequel il avait fait la révolution, la liberté, l'expression. Il a
basé sur le mensonge dès le premier jour. Cet royaume qui a créé, cet État islamique iranien, Iran, c'était le premier État islamique quelque part, le Daesh. Il y a 40 ans, c'est Khomeini qui est arrivé en Iran. C'est né ici, c'est né là, c'est né en Iran. Le Daesh est né là-bas. Ce qui est très frappant dans votre livre, à vous, Reza Emmanoucher, c'est qu'il y a l'un, le guide suprême, et le multiple. Très nombreuses sont les photos de foule, où ça grouille, où les silhouettes s'enchevêtrent. On sent à la fois une ferveur, mais aussi quelque chose qui bascule très vite dans la folie collective. Par exemple, une photo m'a particulièrement frappée, mais c'est une parmi d'autres. Ces hommes c'est une photo qui est prise de haut, en plongée, ces hommes qui agitent des chaînes pour s'auto-flageller. Séance d'auto-flagellation collective où tout se mélange. Les chaînes en fer, les chevelures grisonnantes des hommes. Ça, c'est parfaitement explique cette schizophrénie de cette société qui est sous l'influence de religions chiites. Et on explique dans le livre une grande partie au nom de Ashura, qui est la base de cette folie collective, de cette chaîne que quand je vous regardais parler de ça, j'avais ce bruit de chaîne que j'entendais encore quand les gens ils se frappent, ils s'autoflagellent. Ça devait être terrifiant. C'est terrifiant, mais ça montre aussi un peu comment cet État islamique était créé parce que c'était la folie qui est basée sur ces religions, sur la croyance religion des gens, et ce populisme de Khomeini qui a pu emmener tous ces gens dans cette direction qu'aujourd'hui nous vivons, cet enfer qui est créé pour le peuple iranien. Alors je vais vous faire écouter, Reza, une archive assez incroyable. Les femmes ont très activement participé à la révolution islamique. Et nous, on a retrouvé un reportage réalisé par le MLF, Mouvement de libération des femmes français, en visite en Iran. Le jour où l'armée et la garnison s'est rendue et où la révolution a triomphé, nous étions dans les rues. Et puis l'ayatollah Khomeini a dit « Ne faites plus de manifestations, n'allez plus dans les rues ». Alors nous sommes retournés à l'école. Mais depuis jeudi dernier, les religieux nous posent des problèmes. Il y a quelques jours que nous sortons dans les rues et nous disons que nous ne voulons pas de voile. S'ils voulaient faire comme ça avec nous, ils devaient nous le dire avant la révolution. Ils devaient nous dire qu'il y a une égalité entre l'homme et la femme. Alors évidemment, Reza, le mensonge fait aux femmes également. Elles sont partout, ces photos de tchadors noirs. Alors c'est même la signature visuelle de cette révolution. Parce que reconnaissez que c'est très photogénique, c'est très graphique pour vous, photographe. Cet océan de noir et ces quelques visages qui émergent au milieu. Très encadrés. Je crois que chaque révolution a eu aussi ses visages, et ces images symboliques, comme c'est le cas de tchadors noirs en Iran. Mais pour nous aussi, c'était comme une surprise, cette ruée que les femmes, elles ont eu. Il y a beaucoup de femmes qui portaient jamais de tchador, n'avaient jamais de voile. Mais comme exactement cette interview, on a entendu, qui disait que il nous a menti, vous voyez, il disait exactement la même chose. Réalisé la journée internationale de la femme, le 8 mars 1979, et qui correspond exactement à l'une de vos photos, où on voit des femmes cheveux nus, habillées de noir, mais cheveux nus, crier dans la rue, on nous a menti. Et juste en face de la même photo, pardon, on voit des hommes complètement avec des visages pleins de haine. Absolument. Qui sont devant... Et ça, c'est des choses qu'on n'avait pas vues. La haine entre les Iraniens, tout ça, c'est ce qui a emmené Khomeini. Tout ce que cet État islamique d'Iran, cette République islamique a emmené vers l'Iran. Cette haine entre les populations, cette, je dirais, haine contre les femmes. Aujourd'hui, le nombre des femmes, des filles emprisonnées en Iran et qui ont presque 20 ans de prison, 25 ans de prison, parce qu'ils ont enlevé leur voile dans le public, ou ils ont écrit sur leur post Instagram ou autres réseaux sociaux 2 phrases contre le régime. C'est incroyable de voir qu'il y a
D'ailleurs, Reza, elles font la couverture de votre livre. Absolument. C'est-à-dire cette image absolument extraordinaire. On ne voit que du noir et des visages clairs de femmes qui émergent du noir. On dirait des petites bougies qui émergent de l'obscurité. Ce sont des prisonnières en réalité. C'est un peu le symbole de ce que toutes les femmes en Iran aujourd'hui, Oui. qui sont prisonnières. Oui, c'est vrai. C'est très bouleversant parce que vous rendez hommage aux femmes et vous rendez hommage aux Turcs. Parce que les femmes avaient activement participé à la Révolution et les Kurdes avaient eux aussi activement participé à la Révolution. Je vous fais écouter ce qu'on disait ici à France Inter. Ça, c'est notre radio, s'appelait Paris Inter, 24 août 1979, début du massacre des Kurdes. L'ayatollah Khomeini n'a qu'une parole. On peut effectivement parler de guerre d'extermination menée par le gouvernement iranien contre le peuple kurde. Hier soir, l'armée iranienne et les gardiens de la Révolution, la milice de Khomeini, ont lancé une offensive contre la ville de Saqqez. Notre envoyé spécial en Iran, Yves Loiseau, est sur place, du côté des troupes kurdes. Je vous propose d'écouter son témoignage qui illustre bien la violence des combats qui se sont déroulés cette nuit. Toute la nuit, les combats ont continué très durement et ils continuent encore en ce moment même, un peu moins durement entre les gardes de la Révolution et les Peshmerga dans la ville de Saqqez où je me trouve encore. Ce sont des zones, Reza, où il a été très difficile d'accéder. Vous y avez parfois été le seul journaliste à pouvoir pénétrer certains villages. Vous avez assisté à des scènes absolument cauchemardesques. Surtout, vous avez été pour les gens un regard très important. Ils vous ont supplié parfois de témoigner. Quand vous vous trouvez devant une population qui subit une injustice, Oui. qui est bombardée ou attaquée par des côtés ou massacrée, votre présence, quelque part, ça devient le seul flamme vers l'extérieur, pour le seul endroit où les gens ils peuvent venir et dire « Regardez ce qui se passe, regardez ce que nous vivons ». Donc oui, les Kurdes, dont aussi on rend un hommage dans ce livre à une partie pour les Kurdes, c'est très important de comprendre, surtout ces jours-ci, le phénomène kurde, parce que quelque part, les Kurdes, ce sont le peuple presque le plus ancien de Moyen-Orient et le peuple noble de cette Moyen-Orient déchiqueté. Et quel long martyr. Et que depuis 100 ans, ils subissent toute forme de torture, d'emprisonnement et surtout de trahison. C'est incroyable comment ce peuple, il est constamment trahi par les gens avec qui il se prend la main. Manipulé, et continue à croire. Abandonné, vraiment. Vous étiez un très jeune photographe, Reza. Vous n'aviez jamais travaillé pour la presse auparavant. Vous aviez terminé vos études d'architecture, votre petit frère de cinéma, et puis vous voilà avec votre appareil photo parcourant le pays. L'horreur à laquelle vous avez assisté avec les Kurdes, avec les femmes, avec ces pendaisons dans la rue que vous avez photographiées, est-ce que ça a été un vaccin pour toute la suite de votre carrière? Est-ce que ça a été un apprentissage fondamental de où je me mets, moi, photographe, face à cette horreur? Comment je me protège ou au contraire, comment je l'embrasse? Parce que c'est une expérience fondatrice pour vous. C'est une expérience constante, je dirais, quelque part. C'est une expérience qui ne finit pas. C'est qu'on ne peut pas s'habituer à voir l'aurore et de dire que je vais faire une masque pour ne pas le voir. Parce que si on le fait, après nos photos, ils n'ont plus cette force et l'émotion pour l'autre. Depuis ces moments-là, ça fait 40 ans que je suis sur le même chemin, dans le même camp de réfugiés, dans la même zone de guerre, que ce soit Afghanistan ou Karabakh ou Rwanda, Burundi ou Kosovo. Et je vois les mêmes injustices constamment. Récemment, j'ai passé 3 ans en Kurdistan irakien. Oui. On ne peut pas s'habituer. Parce que si on s'habitue, ensuite, cette émotion première, ils se perdent. Chaque fois que moi je vois un enfant qui pleure de mal,
qui souffrent de guerre ou de maladie ou de malnutrition. C'est vraiment comme si la première fois dans ma vie, je voyais un enfant pleurer. Et alors, quand vous regardez ces photos, qui sont vos photos de jeunesse, beaucoup d'ailleurs d'entre elles n'avaient jamais été publiées, Reza, vous les regardez comment? Parce que vous ne pouvez pas les regarder comme toutes les photos que vous avez réalisées, par exemple, en Afghanistan. Vous ne pouvez pas les regarder comme les photos que vous avez faites partout ailleurs dans le monde pour deux raisons. La première, c'est que c'est chez vous, c'est votre pays, c'est un morceau entier de votre vie. Hein, vous avez fui en 81, 40 ans d'exil, presque 40 ans d'exil, donc c'est votre pays. Et puis, c'est une œuvre de jeunesse. Comment vous les regardez, ces photos? En photographie, quelque part, on vieillit jamais. On a un regard toujours jeune, toujours fraîche sur tous les phénomènes qu'on voit, Oui. qu'on photographie. Mais ces photographies, certes, ils ont une valeur pour moi aujourd'hui beaucoup plus importante de ce qu'ils pourraient avoir il y a 40 ans, parce que c'est le moment, quelque part, de regarder 40 ans en arrière et de voir ce qui était vrai et ce qui n'était pas vrai. On se rend compte que même nous, on était complètement sous l'influence de propagande, de publicité, de propagande politique venant de Khomeini ou de l'Occident, Oui. ou tous les gens qui voulaient quelque part, c'est aujourd'hui, en regardant ces photos, qu'on peut comprendre C'est ça. le monde d'aujourd'hui, je dirais, quelque part, qu'on a la possibilité de comprendre que il y a 40 ans, il y avait le phénomène des Kurdes, il y a 40 ans, il y avait le Oui. problème des femmes, Oui. il y a 40 ans, Oui. comment était la religion, et Oui. comment ils arrivaient à tromper les gens, le peuple. Donc c'est ça qui est important. Et l'acte photographique lui-même, c'est-à-dire qu'est-ce qui a changé dans votre manière de faire? Est-ce que ça vous saute au visage quand vous regardez ces images ou finalement pas tant que ça? Certes, il y avait une autre forme de liberté de travail, de photographier, Oui. il y a 40 ans, Oui. de ce qui est aujourd'hui. Mais je me force constamment de garder le même regard, de Oui. garder toujours la même fraîcheur et le même étonnement, quelque part, Oui. devant chaque instant et chaque moment. Est-ce que vous avez décidé de l'endroit où vous serez enterré, Reza? Je vous pose la question parce qu'il y a une photo hyper bouleversante. C'est en 81, vous arrivez en France et vous photographiez l'enterrement de l'un des vôtres au cimetière du Père-Lachaise. Et pardon. Et vous écrivez ce commentaire magnifique en disant « C'était inenvisageable pour nous à l'époque de se dire qu'on serait enterré loin de notre pays. » On est jolis tous les deux. Le mieux, c'est de dire aux auditeurs d'acheter ce livre. Parce que ce livre, il y a donc vos photos et celles de votre petit frère, Manoucher. Donc, votre petit frère, lui, il est parti en 1985. Donc, c'est lui qui termine le livre. Vous étiez déjà en France. Et puis, il y a tous vos souvenirs qui accompagnent chacune des images. À chaque page, il y a votre voix et celle de votre frère. Merci beaucoup, Reza. J'en prie. Et j'ajoute que il y a quelqu'un de très important aussi dans le livre, c'est Rachel qui a fait le texte. Ouais. Et c'est grâce à elle que ce livre, quelque part, a pu voir le jour. Existe, ouais. Ouais. Je suis très heureuse de vous avoir rencontré. Merci beaucoup, Reza.